Cette vidéo accompagne l'énoncé du TP numéro 5 qui s'intitule Montage à amplificateur linéaire intégré, que j'appellerai soit ALI, soit AO, qui veut dire amplificateur opérationnel. Et on va s'intéresser à un montage qui incorpore ce composant et qui s'appelle le montage amplificateur non inverseur. Bon, j'ai remis ici des extraits du programme de deuxième année. Ça, c'est le programme expérimental. D'accord? Donc, on doit étudier un certain nombre de montages en TP. Il n'y a pas de cours d'électronique en PC. Par contre, je vous ai remis ici l'extrait du programme de PCSI où vous aviez assez superficiellement, assez rapidement évoqué ce composant. Donc, on va revenir un petit peu là-dessus dans ce TP. Bon, là, j'ai détaillé les objectifs de la séance. Il y a un énoncé introductif, je vous laisse lire tout ça. Il y a aussi ici quelques conseils importants pour la séance de TP concernant l'utilisation du composant AmpliOp, AO. Et voilà, dans un grand 1, on va étudier le composant seul, non associé avec d'autres éléments dans un circuit. Donc vraiment ce composant tout seul, avec, donc vous savez qu'il y a deux bornes en entrée, la borne plus, qu'on appelle la borne non inverseuse, et la borne moins, qu'on appelle la borne inverseuse. Et vous avez ici une borne de sortie. Donc l'entrée de ce composant, lorsqu'il est pris seul, eh bien c'est ce qu'on appelle l'entrée différentielle, c'est la tension entre la borne plus et la borne moins, que je vais appeler ici epsilon. Hein. Donc c'est V plus, le potentiel de la borne plus, moins V moins, le potentiel de la borne moins. Et la sortie de ce composant, c'est une tension que j'appelle S, prise entre la borne de sortie, hein, il n'y en a qu'une dans le composant, et la masse du circuit. Alors vous allez me dire, mais là, il n'y a pas, on avait dit qu'on étudiait le composant tout seul. Alors évidemment, en entrée, on va quand même brancher une alimentation, un GBF typiquement. En sortie, on va brancher l'oscilloscope. Donc voilà déjà deux éléments supplémentaires, si vous voulez, pour étudier ce composant. Et tout cela, voilà, définit ce que je vais appeler ici, dans ce grand 1, le circuit. Ok, donc le GBF, le composant, et puis l'oscillo. Eh bien, dans ce circuit, il y a une masse. Eh bien, la tension de sortie du composant, c'est entre la borne de sortie du composant et puis la masse du circuit. Alors, bon, vous savez que quand il y a un GBF et un oscillo, qui sont en général connectés à la Terre, on s'oblige à prendre comme masse, comme référence de potentiel, la Terre. D'accord? Donc la borne moins du GBF et les bornes moins des deux entrées de l'oscilloscope. Voilà. Euh, alors, je vais même vous montrer là sur le fichier manuscrit. Voilà, ici. Donc j'ai redessiné le composant, d'accord. Bon, je l'ai dessiné rectangulaire, faut pas être choqué, hein, c'est pas grave. Il y a toujours les deux bornes d'entrée et puis la borne de sortie. Et j'ai représenté, chose qu'on ne refera pas par la suite, mais j'ai représenté les connexions à l'alimentation stabilisée plus 15 moins 15. Vous savez que l'AO, l'ampli-op, l'ALI, est un composant actif, hein, c'est-à-dire qu'il doit être alimenté par une source extérieure d'énergie, enfin une source d'énergie extérieure au circuit étudié. D'accord? Donc c'est pour ça qu'en général on ne représente pas cela. Bon, ça correspond un peu à une pile si vous voulez. Et chose importante qui est marquée dans l'introduction du TP, euh, la borne 0 volt de l'alimentation stabilisée qui est connectée aussi au composant doit systématiquement être branchée à la masse du circuit, donc à la terre quand il y a le GBF et l'oscillo. Ok. Donc voilà un petit peu voilà, la tension de sortie du composant, c'est entre la borne de sortie et puis la masse du circuit. Alors attention dans ce schéma, faites attention de ne pas croire, de ne pas confondre ça avec une connexion à la masse. Hein, ici cette flèche, c'est pas un fil du circuit, c'est juste, ça symbolise une tension et la pointe de la flèche pointe sur la borne de sortie du composant et la queue de la flèche. Alors comme j'ai pas dans mon dessin de masse, eh bien je colle le symbole masse à la queue de la flèche pour dire que cette tension S est définie entre la borne de sortie et la masse. D'accord? Donc faites attention, il n'y a pas de connexion ici, c'est juste, ça symbolise juste que euh, cette différence de potentiel petit s, eh bien, elle est aussi prise par rapport au potentiel de la masse qui n'est pas représenté sur le reste du dessin. Alors, que sait-on? Donc, on va faire une petite révision de cours. Alors, peut-être qu'il y aura des éléments nouveaux par rapport à ce que vous avez vu l'année passée, hein, mais on va dans ce TP justement chercher à comprendre un peu ce composant,
Comme ça, il nous paraîtra un peu moins mystérieux quand on l'utilisera encore dans des TP à venir. Donc, que sait-on sur ce composant? Donc, comme tout composant euh, pour lequel on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est une boîte noire pour nous. Donc, on va le caractériser par sa relation entrée-sortie. D'accord? Quand on sait ça, finalement, on sait tout du comportement du composant et ça nous suffit. Alors, déjà une première chose, la plus simple, les courants d'entrée dans le composant sont nuls, d'accord? Alors ils sont de l'ordre du nanoampère ou du picoampère selon le modèle de composant. Voilà, on dit que le composant a une grande impédance d'entrée, hein, c'est-à-dire qu'à l'entrée on peut faire comme s'il y avait une grande résistance de l'ordre du mégaohm ou de la dizaine de mégaohms, comme dans les voltmètres si vous voulez, hein. Bon, c'est évidemment l'intérêt des composants actifs, on vous en a peut-être parlé l'année passée, hein, c'est comme ça qu'on vous a amené l'intérêt de ce composant, c'est que quand on le branche à quelque chose, ben, ça n'aspire pas de courant, pour dire les choses de manière un peu vulgaire. Ok. Et puis le courant de sortie, vous verrez qu'on ne sait rien dessus. En général, c'est pas une grandeur qui nous intéresse, c'est souvent une inconnue dans les montages et c'est pas très grave. Bon, on verra quand même parfois que on sera amené à s'intéresser à ce courant de sortie, notamment quand il sature. On verra ça justement dans ce TP. Mais sinon, dans les montages à ampli op, ce qui est important, c'est de savoir que les courants d'entrée sont nuls. euh, la relation entre la sortie et l'entrée qu'on va voir ensuite, mais par contre sur le courant de sortie, on peut laisser ça de côté en général. Alors j'ai représenté ici graphiquement à droite la relation entre l'entrée et la sortie du composant. Alors on peut distinguer trois zones. Une zone centrale ici, où on a une relation de proportionnalité entre la sortie et l'entrée. C'est une droite qui passe par 0. Donc on appelle cette zone la zone de régime linéaire. Et puis deux zones ici qu'on appelle les zones en régime saturé, hein. Bon, ici dans la zone linéaire, là, on voit bien que voilà, on a une relation de proportionnalité entre l'entrée et la sortie, mais dès que la sortie atteint une quinzaine de volts, eh bien, même si l'entrée augmente, la sortie reste bloquée, hein, elle sature à 15 volts, elle peut pas aller plus haut. Pareil, si epsilon va loin dans les valeurs négatives, eh bien la sortie ne peut pas descendre en dessous de moins 15 volts. Il faut savoir d'ailleurs que ces valeurs de saturation ici sont directement reliées aux valeurs de tension d'alimentation, hein. On pourrait très bien alimenter l'ampli-op avec d'autres tensions que plus 15 et moins 15. On pourrait alimenter en, je sais pas, plus 5 volts et moins 5 volts. Et on verrait que les valeurs de saturation de la sortie ici seraient plus 5 volts et moins 5 volts. Bon. Bon, en général, hein, on alimente ça par plus 15, moins 15. C'est quelque chose d'assez standardisé. Alors, un petit ordre de grandeur de la pente ici, hein, ce qu'on peut appeler le gain, hein. Ça ressemble évidemment au vocabulaire des filtres que vous avez vu l'année passée. Sauf qu'ici, pour l'instant, je n'ai pas parlé de fréquence. Disons qu'on travaille avec des tensions continues, hein. On verra un petit peu ce qui se passe quand on prend des tensions sinusoïdales de fréquence plus élevées que f égale 0. On appelle cette pente ici entre S et epsilon, on appelle ça le gain. Et l'ordre de grandeur du gain, pour les composants qu'on va utiliser, c'est de l'ordre de 10 puissance 5, d'accord? Un facteur 100 000. Alors évidemment, c'est une valeur numérique très importante et c'est ce qui fait l'intérêt, la force de ce type de composant. Alors déjà une première conséquence qu'on peut tirer de cette valeur numérique, c'est de se dire, bon regardons ici, en ordonnée, on a un intervalle de 30 volts euh, et on a une pente qui vaut 100 000. Bah, finalement, ça nous donne quel intervalle possible pour l'entrée pour rester en régime linéaire, hein. Donc ici, on peut chercher la valeur ici d'epsilon lorsqu'on est à la frontière régime linéaire, régime saturé. Bon, alors j'ai 15 volts ici avec une pente de 10 puissance 5, bah, ça va être 15 divisé par 10 puissance 5, ça fait 1,5 10 puissance moins 4. D'accord? Ça fait 0,15 millivolts. Bon, compte tenu des valeurs numériques qu'on utilise en TP et de ce qui est observable, par exemple à l'oscillo, vous savez bien que 0,15 millivolts, bah, c'est assimilable à 0. D'accord? Donc c'est pour ça que euh, lorsqu'on est ici dans la zone de régime linéaire, en général dans les calculs, on considère epsilon nul, c'est-à-dire que les potentiels des deux bornes d'entrée sont égaux. Ok? Alors,
si on veut vraiment formaliser ça, on peut même parler de modèle idéal. Le modèle idéal de ce composant, c'est quand on considère cette pente infinie et ainsi on considère cette valeur d'epsilon nulle, vraiment nulle, parfaitement nulle, en tout cas dans le cadre de ce modèle idéalisé. Voilà, mais bon, vous voyez bien que ce modèle idéal ne sort pas de nulle part, il est tout à fait validé par les valeurs numériques, enfin par la valeur numérique du gain. Bon, j'ai parlé de gain statique ici parce que vraiment j'ai juste raisonné à fréquence nulle. Bon, je peux dire un mot lorsqu'on travaille en régime sinusoïdal, hein, quand on injecte ici en entrée une tension sinusoïdale de fréquence f. Quand la fréquence f augmente, il s'avère que cette pente ici, donc le gain, diminue. Et diminue comme un filtre passe-bas, c'est-à-dire qu'on a une diminution de moins 20 dB par décade. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu en marge du programme. Pour nous, je vais en parler un petit peu par la suite, mais c'est pas forcément quelque chose à garder en tête. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas creusé ça dans le grand 1. Donc la seule valeur numérique que vous devez garder en tête, quelque part, c'est la valeur du gain statique, enfin, la valeur du gain ici, et puis cette courbe avec une zone linéaire et puis deux zones saturées, saturation haute et saturation basse. Voilà, une fois qu'on aura étudié ce composant, qu'on aura vérifié finalement expérimentalement les éléments théoriques que je viens de vous donner à l'oral, eh bien on va étudier ce montage. Voilà, ce montage. Alors attention, c'est un montage à ampli-op, un montage à Ali, si vous voulez, mais ça n'est pas, on n'étudie pas le composant tout seul. D'accord? Et notamment dans ces montages qui incluent un ampli-op, il ne faut pas confondre l'entrée du montage et puis l'entrée du composant. D'accord? Hein, voilà. Là, quand on étudie un montage, on n'étudie pas le composant tout seul. Donc, ce qu'on appelle l'entrée, c'est pas epsilon hein, en général. Et là, c'est le cas. L'entrée, c'est, si vous avez compris le symbole représenté par cette flèche, c'est la tension E entre cette borne, bon, la borne plus du composant, et la masse du circuit. D'accord? Alors, comme là, là, elle est représentée. Hein. On a une connexion d'une résistance à la masse. Mais comme sur le dessin la masse est un peu loin, eh bien j'ai préféré la mettre, voilà, l'accrocher à la flèche de tension pour dire que E c'est la tension entre cette borne et puis finalement cette borne. Ok? Bon là pour S, la sortie du montage, c'est entre la sortie du composant, la borne de sortie du composant et la masse du circuit. Là comme elle est représentée, bah, j'ai juste fait une flèche comme ça. R1 et R2 sont des valeurs de résistance qu'on peut prendre un peu comme on veut. Ok, et donc ce montage s'appelle montage amplificateur non inverseur. Pourquoi? Parce qu'on va voir que la relation entre la sortie et l'entrée, bien c'est un simple nombre. Nous d'ailleurs, dans un premier temps, on va fixer ce gain. Alors c'est plus le gain, attention, du composant, hein, c'est le gain du montage. Hein. Là maintenant, je parle vraiment du montage, pas juste de là-haut. Donc S sur E, ça vaudra 101, d'accord? Ouais, 100 à peu près, hein, ok. Et donc c'est une valeur numérique qui n'est pas négative. C'est pour ça qu'on appelle ça amplification, parce qu'on multiplie par une constante, l'entrée pour donner la sortie. Et comme cette constante est positive, eh ben on dit que c'est non inverseur. Voilà. Ok, alors on va étudier ce montage théoriquement. Donc ça, il faut que vous essayiez faut essayer de le faire au brouillon sans regarder mon calcul, en vous souvenant des propriétés de l'amplificateur opérationnel. Donc, le fait que les courants d'entrée soient nuls, donc notamment dans ce fil-là, le courant est nul partout. Donc ça veut dire que R1 et R2 sont en série. Est-ce que le courant ici qui traverse R2, ben, c'est aussi le courant qui traverse R1, puisqu'il n'y a rien qui part dans cette branche. Ok. Donc ça, c'est un peu la feinte à avoir en tête. Hein. On n'a pas l'impression, on a l'impression qu'il y a un nœud là, mais en fait R1 et R2 sont en série. Et puis il faut utiliser le fait qu'on va supposer, et c'est le cas, on va voir, hein, on va supposer qu'on est en régime linéaire. Alors pourquoi? Ça, vous l'admettez, c'est une règle à avoir en tête. Quand on boucle la sortie du composant amplificateur opérationnel sur sa borne inverseuse, hein, vous voyez, c'est le cas ici, la sortie, on voit qu'elle est reliée, alors il y a une résistance, hein, mais voilà, on voit qu'elle est reliée à la borne inverseuse sur la borne moins, eh bien, ça, c'est une condition nécessaire pour que le régime linéaire puisse exister. C'est-à-dire que si on ne fait pas ça, on est certain que la sortie
alors la sortie du composant, qui ici s'identifie aussi à la sortie du montage, on est certain que cette sortie, elle vaut plus 15 ou moins 15. On est en régime saturé. Voilà, on ne peut pas être en régime linéaire si on n'a pas une rétroaction comme ça de la sortie sur l'entrée moins. Et on va voir, on le fera systématiquement, quand il existe dans un montage une telle rétroaction sur la borne moins, on fera toujours l'hypothèse du régime linéaire parce qu'effectivement on pourra toujours identifier des conditions de travail telles que le montage fonctionne en régime linéaire, enfin le montage, le composant. Ok? Donc ici, on a une telle rétroaction, on fait l'hypothèse du régime linéaire, et donc on a le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins qui sont égaux. Donc le potentiel de ce fil-là et le potentiel de ce fil-là ont la même valeur. Ok? Donc avec ces ingrédients, V plus égale V moins, et puis ce courant-là qui est nul, vous devriez pouvoir faire le lien entre la tension de sortie S et la tension d'entrée. Voilà, donc je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction là maintenant. Donc, alors ici, pour bien comprendre la démonstration, il faut bien avoir en tête la relation entre tension et potentiel. Donc, on voit ici que E est une tension, d'accord? C'est une différence de potentiel entre cette borne et la masse. Donc E, finalement, vous voyez que E, la tension, c'est V plus moins 0, puisque la masse est à 0 et que la borne pointée par la flèche, c'est V+. Et donc on voit que V+, le potentiel de la borne plus, c'est aussi, ça vaut la tension petit e. On a dit que V- valait V+, pour un AO idéal en régime linéaire, donc ça vaut aussi petit e. Mais on voit donc que V-, pardon, c'est aussi le potentiel de cette borne. Donc on voit que cette tension, ben, forcément c'est une différence de potentiel, donc c'est ce potentiel-là, moins celui de la masse, donc c'est V- moins 0, et donc c'est aussi petit e. Donc au final, sur la droite du dessin, on se retrouve avec une tension S ici prise sur la totalité de l'association série R1, R2, et puis on a ici petit e qui n'est prise que aux bornes de R1. Bon, on reconnaît ici la situation pont diviseur de tension, puisque R1 et R2 sont en série, du fait qu'ici on a un courant nul, et donc j'applique simplement la formule du pont diviseur de tension, hein, et pour avoir S en fonction de E, on trouve ceci. Ok? Donc vous voyez qu'on trouve ici une relation entre S et E particulièrement simple, c'est une relation de proportionnalité, et le facteur de proportionnalité ici ne dépend ni de S ni de E, bien sûr, c'est une proportionnalité, il est fixé par les valeurs de R1 et R2. Vous voyez que ce coefficient est toujours plus petit que 1, toujours plus grand que 1, donc ça amplifie toujours, ok? Ça ne réduit pas la tension entre l'entrée et la sortie, et ce coefficient-là est positif, c'est pour ça qu'on appelle ça un amplificateur non inverseur. Bien, comme l'indique l'énoncé du TP, on va étudier ce montage, donc on va vérifier ça évidemment pour des fréquences nulles si vous voulez, hein, pour des tensions continues, et on va étudier un petit peu le comportement de ce montage en fonction de la fréquence. Alors vraiment c'est un peu comme si finalement on considérait ce montage comme un filtre, d'accord? Alors là on va pas forcément l'utiliser pour faire du filtrage, donc je ne vais pas appeler ce montage un filtre, d'accord? Mais on va l'étudier comme les filtres, c'est-à-dire on va étudier la sortie enfin, le comportement de la sortie en fonction de l'entrée quand on est en régime sinusoïdal forcé. Donc on met une entrée sinusoïdale de fréquence donnée qu'on règle avec le GBF et on regarde un petit peu comment évolue la sortie en amplitude, et on va se limiter d'ailleurs à l'amplitude, on ne va pas regarder la phase de l'origine parce que c'est pas forcément ça qui va nous intéresser ici. Ok? Donc ça revient à finalement tracer un diagramme de Bode en gain. Donc on a le gain en décibels ici en ordonnée, puis la fréquence là en abscisse, hein, aussi on a en abscisse une échelle logarithmique. Et ce qu'on va alors si vous voulez, ce que j'ai dessiné en rouge, c'est le diagramme de Bode du montage, amplificateur non inverseur. Et là, ce que j'ai dessiné en bleu, c'est le diagramme de Bode du composant AO, étudié dans la première partie. J'en avais pas parlé à ce moment-là parce que voilà, c'est un petit peu, c'était pas pertinent à ce moment-là. Vous n'avez pas à connaître ça pour le composant, mais je vais juste mentionner quand même cette idée qui est pas inintéressante. Quand
on réalise hein, ici, en fait, ça c'est un système bouclé. Hein. J'utilise le vocabulaire de la SI parce que c'est vraiment ça. Là, on a créé un système bouclé avec une chaîne directe qui est constituée par l'amplificateur opérationnel. Et il s'avère que lorsqu'on réalise un tel bouclage euh, sur un composant ici qui a un comportement type passe-bas, premier ordre, eh bien, l'effet de ce bouclage, c'est de diminuer le gain, d'accord? Hein, ici, le gain du montage amplificateur dans l'inverseur, on va prendre à peu près 100. Vous vous rappelez que le gain du composant seul, c'était 100 000. Donc on a baissé le gain d'un facteur 1000. C'est ce que je représente ici par cette flèche. Eh bien, euh, donc ça déjà, c'est intéressant pour nous parce que un gain de 100 000, c'était trop grand. Hein, ça saturait la sortie du composant, ça ne nous intéressait pas. Donc là, le fait de baisser le gain, ça nous permettra quand même d'avoir des entrées qui ne soient pas de l'ordre du millivolt. On pourra travailler avec, avec 0,1 volt par exemple, sans faire saturer le composant. Ok. Et puis on a un facteur 100, ici c'est un facteur important d'amplification. Ok. Et en plus, ce bouclage a pour effet d'élargir la bande passante du montage, c'est-à-dire la zone pour laquelle ce comportement ici euh, est vérifié. Parce qu'évidemment, si on va à trop haute fréquence, eh bien, ce gain-là va baisser, comme le fait un premier ordre, avec une pente de moins 20 dB par décade. Et donc, d'ailleurs, donc on a ici une perte de gain et une augmentation de la largeur de la bande passante. Et d'ailleurs, alors ça c'est pas une propriété de programme, mais je la mentionne pour l'aspect culturel, on peut vérifier que le produit gain, alors gain à fréquence nulle, hein, le gain statique, fois la bande passante, alors en fait plutôt fois la largeur de la bande passante, hein, la largeur de cet intervalle en fréquence, eh bien le gain statique fois la largeur de la bande passante est conservé lors de ce bouclage de la sortie sur l'entrée qui nous a permis de passer du composant AO seul au montage amplificateur dans l'inverseur. Bon, vous verrez dans les fiches techniques qui accompagnent l'énoncé du TP, vous verrez que ce produit gain bande passante, c'est quelque chose qui est spécifié par le constructeur et on va le mesurer nous en TP et on va essayer de vérifier si ça correspond aux données affichées par le constructeur. Voilà. Et ensuite, donc ça constitue voilà, la trame essentielle du TP. Euh, Dans la partie 3, on mettra en évidence des limitations du composant. Alors j'en ai déjà mentionné une, c'est la saturation en tension. Mais on va en voir deux autres. La saturation en courant, hein, c'est-à-dire que le courant de sortie de là-haut ne peut pas prendre des valeurs aussi élevées qu'on le souhaite. Et on va voir aussi une, une saturation en vitesse de balayage. Alors qu'est-ce que c'est que la vitesse de balayage? Bon, c'est simplement la, la pente temporelle de la sortie du montage. D'accord? Bah, ici, la sortie du montage, c'est aussi la sortie de là-haut, hein, donc c'est plutôt la sortie de là-haut qui est saturée en vitesse de balayage. C'est-à-dire que la pente, hein, vous avez S de T, c'est la tension de sortie du composant, et bien la pente de cette tension en fonction du temps ne peut pas dépasser une certaine valeur maximale qu'on appelle la vitesse limite de balayage et qui en anglais s'écrit slew rate. Bon, vous verrez dans les données techniques, cette grandeur apparaît. Voilà, donc on a trois saturations pour le composant Ali. On a saturation en tension, saturation en courant de sortie et saturation de la vitesse de balayage de la tension de sortie. Et on appliquera ce montage amplificateur d'un inverseur pour, euh, euh, pour, euh, écouter, si vous voulez, la, la- la- la musique émise par un smartphone sur un haut-parleur en TP. Si on branche le smartphone directement sur le haut-parleur, la tension de sortie du smartphone est trop faible pour générer un signal audible au haut-parleur, mais si on interpose un montage amplificateur dans l'inverseur, eh bien, on verra qu'on peut entendre la musique très bien via le haut-parleur. Voilà. Bon. Et si on a le temps à la fin, très rapidement, on prendra le même montage que l'amplificateur d'un inverseur, mais on va juste intervertir le rôle des bornes plus et moins en entrée. Et là, on va voir que le montage ne joue plus du tout le même rôle, mais joue le rôle de ce qu'on appelle un comparateur à hystérésis. Bon, ça, c'est pas trop à notre programme. J'en parlerai si on a un petit peu de temps.